Et c'est à 15h33 que nous allons retrouver Imoru Bouraïma, membre du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, expert en management des organisations sportives, président de AS Cotonou. Il revient d'ailleurs de l'assemblée ordinaire de son club. Il est l'actuel directeur du Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, sport et loisirs. Bonsoir. FSF, bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Je sais que tu es un battant, ça a été un peu dur, mais finalement, tout s'est bien passé. Très bien, tout s'est bien passé. Avec l'AS Cotonou, hein? Oui, tout s'est bien passé. Nous sommes réélus pour un quatrième mandat à la tête de l'AS Cotonou. En tout cas, c'est votre club. Hein? La thématique, vous la connaissez, la professionnalisation du football au Bénin, mais tout réalité à partir de la saison sportive prochaine. Tout de suite, qu'est-ce que vous en pensez? Réaction à chaud? Non, pas mythe, c'est pas un mythe. C'est effectivement une volonté, une ambition. Et pour qu'elle soit réelle, il y a des préalables, il y a des choses à faire. Donc je crois que c'est pas un mythe, ça peut être une réalité. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ce qu'il faut faire, le chantier est vaste. Le chantier est vaste et vous savez que la première des choses, d'abord, c'est de créer un environnement favorable à cela, au plan juridique d'abord, et je crois que c'est ça qui a commencé par la relecture de la Charte nationale des sports, qui est un document indispensable, parce que le sport était essentiellement amateur. Dans cette charte, il a été dit clairement que c'est l'État qui finance le sport, avec les collectivités locales. Aujourd'hui maintenant, je crois qu'on a constaté que l'État seul ne peut plus financer le sport, puisque le sport est devenu une industrie. Et puis, pour pouvoir être au sommet, à un niveau très élevé, il faut mettre beaucoup de moyens. Et ces moyens, l'État, qui considère le sport comme un secteur, j'allais dire secondaire, ne peut pas mettre ces moyens-là pour que nous puissions arriver. Et pourquoi vous avez décidé au niveau de la Fédération béninoise de football de demander à tous les clubs qui doivent participer au championnat prochain d'aller se constituer en société sportive? Oui, tout simplement parce qu'il faut reconnaître que l'environnement aujourd'hui devient favorable au football professionnel, au sport professionnel. L'État s'est engagé à cela. Et l'État a incité les entreprises à pouvoir s'investir dans le sport. Vous savez que la loi des finances depuis 2019 a prévu que les grandes entreprises payent la taxe pour le sport, qui est de 1 pour 1000. Alors, si vous ne voulez pas payer ça comme une taxe, un impôt, vous devez alors investir cela de façon directe dans une association sportive, en tant qu'actionnaire ou copropriétaire. La Fédération béninoise de football s'est rendue compte que c'est le moment plus que jamais pour permettre aux clubs sportifs qui ont besoin de moyens de pouvoir trouver ces moyens-là. Et la Fédération a sauté sur l'occasion, cette opportunité, en demandant aux clubs, allez vous ouvrir, créer des sociétés pour gérer le volet professionnel. Puisque désormais, le championnat serait professionnel. Et si vous n'êtes pas, vous n'avez pas une structure professionnelle, vous ne pouvez pas. Parce que une structure professionnelle, c'est payer les salaires, c'est avoir un siège, une administration permanente, ainsi de suite. Et c'est ce que la Fédération souhaite aujourd'hui maintenant pour ses clubs. Et la Fédération s'est engagée résolument à amener les clubs à réaliser cela. Donc, c'est une ambition de la Fédération qui veut que ça commence dès la saison prochaine. Mais il faut avouer que pour que ça commence, il faut régler certains préalables, comme je le disais tantôt, dont le premier est déjà levé par le gouvernement, par l'État. Mais également au niveau de la Fédération béninoise de football, il faut que les tests soient actualisés. Quand vous prenez les statuts au niveau de la Fédération béninoise de football, nous parlons
des associations qui sont affiliées à la fédération. Une fédération, c'est un regroupement d'associations sportives, ce n'est pas un regroupement de sociétés. Donc ce sont les associations qui sont affiliées à la fédération et non les sociétés. Alors la fédération doit définir la relation qu'elle aura avec ces sociétés sportives qui seront créées ou la relation tripartite qu'il y aura entre fédération, associations sportives et sociétés sportives. Et justement, quand on parle de sociétés sportives, il y a plusieurs statuts juridiques. Lequel vous allez adopter? Voilà, ça pose également un autre problème. Le régime juridique des sociétés au Bénin n'a pas prévu de façon spécifique les sociétés sportives. Vous savez, dans le droit français, ils ont prévu un statut spécifique aux sociétés sportives. Il y a les SAOS, les sociétés anonymes à objets sportifs, les SASP, les sociétés anonymes sportives professionnelles, et les entreprises unipersonnelles sportives. Il y a également les SEMS qui sont en voie de disparition, c'est-à-dire les collectivités locales et les associations sportives qui se mettent ensemble pour créer la société sportive. C'est en voie de disparition maintenant en Europe. Alors, il y a des facilités ou des mesures spécifiques qui sont prévues dans le Code du sport, dans le régime juridique des sociétés dans ces pays-là. Nous n'avions pas encore fait ça. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'utiliser le régime juridique OHADA au niveau des sociétés qui ne prévoit que les sociétés anonymes, c'est-à-dire dans le cas d'espèces, les sociétés anonymes, les groupements d'intérêt économique, les salles et autres. Donc, il n'y a rien de spécifique encore pour le sport. Et puisque nous sommes actuellement à l'étape de relecture des tests, je crois que c'est une disposition qu'il faille également intégrer au niveau de la nouvelle loi qui est en relecture pour que véritablement le secteur professionnel soit pris en compte dans la loi et les conséquences que ça doit avoir aussi au niveau d'autres tests législatifs qui existent, qu'on puisse aussi faire cette ouverture, faire ces tests-là, afin que tout soit bien organisé pour qu'effectivement le professionnalisme puisse prendre. Est-ce que les clubs sont prêts? C'est les principaux acteurs. Pensez-vous qu'ils sont prêts? Non, je vais S'ils comprennent la chose. Voilà, c'est ça le problème. Je crois qu'il va falloir d'abord, effectivement, que tous les acteurs puissent comprendre et croire la chose et comprendre que ce n'est que par le professionnalisme que nous pouvons développer notre sport, puisque les autres travaillent. Et si nous ne travaillons pas, nous ne pouvons pas les rejoindre. Nous ne pouvons pas les rejoindre et puis les dépasser, parce que nous sommes en retard. Et aujourd'hui, quand on voit le visage du sport de façon générale, l'environnement, on voit que ça fait partie des secteurs porteurs d'avenir. Oui. Des secteurs qui brassent beaucoup d'argent, des secteurs qui contribuent même à la croissance économique dans certains pays. Mais nous sommes encore, jusqu'à présent, dans notre pays, dans la logique que le sport est secondaire, le sport est budgétivore, le sport, c'est quand on finit de distribuer à tout le monde qu'on vient donner quelque chose au sport, puisque ça ne contribue en rien au développement économique du pays. Mais déjà, le rôle que le sport jouait, on ne voyait pas, déjà au plan social et autres, le rôle que le sport jouait, en tout cas, devait permettre aux décideurs, au gouvernement, de pouvoir accorder une importance au sport. Et je crois que c'est ce que le gouvernement actuel est en train de faire, et c'est pour le bonheur des sportifs, des clubs, et les clubs doivent rapidement se mettre au pas pour pouvoir suivre le rythme. Bernard Hounouvi, est-ce que vous êtes d'accord, vous êtes en phase avec Imorou Bouraïba? Je crois que pour l'essentiel, il nous a rejoint. Il nous a rejoint pour l'essentiel. Mais je voudrais dire
quand il parle des clubs, je l'ai dit tantôt, les clubs qui sont là, lui-même il reconnaît que d'abord, les clubs ne comprennent pas ce que c'est que la professionnalisation, où on veut aller, les avantages qu'il y a. Et nous disons... C'est peut-être vous qui le pensez. Non, bon, c'est ce qu'il a dit. Bon. Mais je dis, quelque part... Pour la plupart. Quelque part, il a raison. Parce que les clubs qui sont là ne sont pas des clubs qui sont parrainés par des sociétés. Les clubs qui sont là n'ont pas une société anonyme qui les coiffe. Et même en Europe aujourd'hui, c'est que en dehors, c'est pour, disons, préserver l'éthique du sport, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a une autre loi. Sinon, qu'ils font toujours référence au code du commerce de la France pour parler des sociétés anonymes. Donc ici également, puisque nous avons la loi OHADA qui parle correctement des sociétés anonymes, nous pouvons aller avec ces tests-là et maintenant créer l'autre test dont je parlais tout à l'heure, la loi pour l'éthique du sport, la transparence, la régulation du sport, les droits des sportifs. Nous devons prendre cette loi maintenant pour appuyer le code de la disposition en matière commerciale dans notre pays. Et là également, maintenant, quand on dit qu'il faut que tous les clubs qui doivent prendre part à la prochaine saison doivent avoir des sociétés anonymes, je dis, c'est une vue, c'est-à-dire une vue de l'esprit. Parce que tous les clubs, forcément, pour créer cette société, il faut des formalités, il faut chercher un notaire, je crois, hein, pour créer une société anonyme dans notre pays. C'est vrai que pour créer d'autres sociétés, vous allez tout de suite au GUF, guichet unique, vous créez l'entreprise tout de suite le lendemain, vous avez les formalités. Mais société anonyme, ça veut dire que c'est des actionnaires que vous devez trouver. Et l'association sportive qui veut créer cette société, elle-même doit être actionnaire dans cette nouvelle société. Et les actions, il faut minimum de 7 personnes, je crois, si la loi OHADA, il faut un minimum d'actionnaires pour pouvoir créer ces sociétés anonymes. Mais en dehors de ces sociétés anonymes, c'est que l'État est dans une autre dynamique qui consiste à faire participer les entreprises publiques, les entreprises parapubliques, les entreprises privées. On ne peut pas demander aujourd'hui à ces entreprises publiques, privées, parapubliques là, d'aller créer une autre société. Ces entreprises vont parrainer aussi quand même des associations sportives. Et il y a des unités de des sociétés d'État qui ont déjà créé des associations sportives. Et d'ailleurs, dans ce cadre, le ministre des Sports a convoqué une séance de travail pour le lundi 31 prochain, pour discuter avec les entreprises de leur implication dans le football professionnel, où il sera présenté les modèles de société qu'il faut. Maintenant, c'est que nous aurons les sociétés anonymes et les SASP là, qui vont encadrer peut-être certaines associations, mais les sociétés d'État vont aussi parrainer quand même des associations sportives qui pourront également rentrer aussi dans le championnat professionnel. Si je ne peux pas rentrer dans le championnat professionnel, à quoi ça sert que je parraine un club qui ne peut pas participer? Or, ces clubs-là, qui seront parrainés par les entreprises publiques ou parapubliques ou privées, aujourd'hui ne sont pas dans le championnat passé. Et maintenant, si on veut le lancer, je parlais tout à l'heure d'un cahier de charges. Est-ce que la fédération s'inscrit dans cette démarche pour permettre à toutes les entreprises qui vont parrainer des clubs qui vont participer au championnat, les sociétés anonymes qui vont être créées autour des associations, est-ce qu'il y a un mécanisme pour permettre à tout cela de rentrer dans le championnat première Ligue 1 ou Ligue 2? Et je dis, comme lui-même il a dit tout à l'heure, c'est que les tests au niveau de la fédération aujourd'hui ne permettent pas ce football professionnel. Il faut réécrire les règlements de ce championnat professionnel et réécrire même les statuts de la fédération. Parce que ce que nous avons à la fédération aujourd'hui, c'est une commission de la fédération qui gère le football professionnel. Ce n'est pas possible. Donc, c'est autant de choses qu'il faut prendre en considération. Je suis en partie d'accord, mais l'autre problématique qu'il faut régler maintenant, le gouvernement veut que les entreprises publiques, parapubliques rentrent aussi dans le mécanisme. Donc, en parrainant
des associations ou bien en créant des associations sportives. En parrainant. En parrainant des clubs qui sont là d'abord. Hein. Maintenant, c'est que... S'il s'agit de créer, ça va créer d'autres problèmes. Non, c'est bien ça. Il s'agit que ces structures d'État créent, comme il a dit, créent des associations sportives. En créant, ces structures vont racheter ou acheter c'est pour ça que je les dis, clubs qui existent. Comment ça va se passer? Attendez, c'est pour ça que je dis, si ces associations créent aujourd'hui et mettent les associations, les sociétés d'État, tout ça là, créent aujourd'hui des associations, je ne vais pas créer pour descendre aller faire le championnat amateur. Non. Je mets l'argent, je recrute des joueurs, je recrute un encadrement professionnel. Il faudrait qu'on me permette de rentrer de plein pied dans ce qu'on veut faire. Et pour le faire, il faut forcément un cahier de charge pour jouer désormais la saison. Voilà les modalités. Ça, c'est la première étape. Maintenant, l'autre étape qu'on peut faire, les clubs qui existent aujourd'hui, s'ils n'ont pas les moyens, c'est que ces entreprises d'État ou des choses qui vont se créer peuvent aller racheter ces clubs-là. Si on veut rester directement dans le championnat, si on ne fait pas l'option de cahier de charge pour permettre à tout le monde de rentrer dans le système de façon équitable sur la base des critères et de pouvoir participer, c'est qu'on va obliger ces entreprises, au lieu de créer leur propre association, ce n'est pas ça l'idée de l'État. On va amener les sociétés d'État à créer elles-mêmes leurs associations. Mais je ne vais pas créer pour descendre à l'effet amateur. Maintenant, si ce n'est pas le cahier de charge, ça veut dire qu'on doit permettre à ces sociétés maintenant d'aller acheter plutôt les clubs qui sont là. Et là, c'est que ces clubs qui sont là entreront en négociation avec ces entreprises pour être pris en compte. Donc ça, c'est encore tout un processus qu'il faut voir. Imorou Bouraima, vous êtes membre de la Fédération béninoise de football, vous êtes expert en management des organisations sportives, président de l'AS Cotonou et surtout actuel directeur du Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, sport et loisirs. Est-ce que vous êtes en phase avec Bernard Hunouvi? Oui, en partie. Je voudrais juste dire que effectivement, le gouvernement, en disant que les sociétés, les grandes entreprises, qu'elles soient d'État, publiques ou privées, qui font un minimum d'un milliard de chiffre d'affaires, doivent mettre 1 pour 1000 à la disposition pour le financement du sport. C'est que le gouvernement précise en tant qu'actionnaire ou copropriétaire. Donc ça veut dire que normalement, c'est-à-dire si on s'en tient à ça, les sociétés n'ont pas besoin forcément d'aller créer un club pour pouvoir rentrer dans le championnat professionnel. C'est vrai que ce qu'on observe sur le terrain, c'est un peu ça. Les chefs d'entreprise, surtout les entreprises d'État, ont commencé en même temps par se constituer en club et recherchent maintenant à intégrer le championnat. Alors que il y a des associations qui sont là, des gens qui ont pris des années pour pouvoir accéder à ce niveau où ils sont aujourd'hui dans le championnat. Ceux-là sont là, comme je le disais, et ces nouvelles entreprises, ces entreprises qui sont en train de créer de nouveaux clubs, sont en train d'essayer d'acheter les titres. Vous savez que la Sobemap a fait ça tout dernièrement, et la Sobemap a commencé par la 3e division, la Ligue 3, parce que l'équipe qui a cédé son titre à la Sobemap est au niveau de la Ligue 3. Et le problème que M. Hunouvi pose, c'est que est-ce que des entreprises aujourd'hui vont accepter mettre beaucoup d'argent, beaucoup de millions pour pouvoir aller jouer au niveau amateur? Réponse? Oui, si on s'en tient au fait que on ne reprend pas à zéro. Aujourd'hui, les niveaux 1, 2, 3 sont sous mérite après un certain nombre de trucs. Maintenant, non. C'est-à-dire, si ils doivent rentrer directement dans le championnat professionnel, là, ça va faire une volonté de la fédération qui fait un cahier de charge qui démontre que pour aujourd'hui participer au championnat de première division, il faut satisfaire le cahier des charges. Et c'est là que ceux qui ne pourront pas pourront reculer. Et c'est vrai, ceux qui pourront participer
vont participer. Parce que le problème que nous avons au niveau de nos tests, le nombre de clubs en Ligue 1 est fixé. Le nombre de clubs en Ligue 2 est fixé. Donc, on ne peut pas aller au-delà sans toucher les tests de la Fédération béninoise de football. C'est 18 en Ligue 2, 16 en Ligue 1 et 20 en Ligue 3. Voilà. Oui. C'est clair. Et sur cet aspect, que je disais tantôt que les tests de la Fédération, puisque maintenant la vision est autre. La vision avant, c'était un truc purement amateur. Maintenant qu'on veut faire vraiment du professionnalisme, il faut remonter aux tests de la fédération. Les statuts, il faut les toucher. Et je disais également que dans les statuts de la fédération, on n'a pas prévu de ligue. C'est une commission qui le fait. La ligue professionnelle est une commission. C'est une commission. Ce qui n'est pas normal. Si on veut parler du professionnel, c'est pas normal. Ça se passe sous aucun cieux comme ça. Ça veut dire que c'est forcément une ligue qui est mise en place, qui a une association indépendante, qui signe une convention avec la fédération. Donc, il faut toucher ces tests-là, forcément, si on veut aller. Donc, déjà, dans la relecture de ces tests, on va l'envisager. Deuxième chose, moi, je ne peux pas créer mon entreprise aujourd'hui et dire, je vais aller prendre forcément un club qui a joué la Ligue 1 ou la Ligue 2 de l'année dernière et maintenant, soit je l'achète et je mets les conditions qu'il faut, mais je ne veux pas discuter encore avec les présidents de ces clubs-là qui sont là pour dire non, c'est nous qui avions créé, donc tu ne peux pas venir imposer ceci, cela. Donc ça, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du code du sport qu'il faut, la loi qu'il faut pour clarifier clairement le terrain. Mais tout de suite, si les clubs, comme il le disait aussi également, les clubs, les sociétés d'État, les sociétés privées sont en train de se constituer en association, ce n'est pas pour aller faire deuxième, troisième division. Parce que dans les troisième ou quatrième divisions là-bas, là, ce n'est pas le professionnalisme. Je ne vais pas recruter des gens pour qu'ils aillent jouer à ce niveau en mettant des millions. C'est pour ça que je dis qu'il faut repenser complètement. Il s'agit d'une réforme. Et toute réforme entraîne forcément des perturbations. Et si on veut vraiment faire cette réforme, il faut le faire. Et si on ne veut pas le faire, il vaut mieux dire clairement pour que les entreprises ne se lancent pas. Or, le gouvernement veut que les entreprises... Et les entreprises sont déjà disponibles. Le gouvernement peut préciser à ces entreprises de prendre l'existant d'abord. C'est aussi possible. Oui, c'est possible. Mais parce que comme le disait tout à l'heure le membre du comité exécutif Imoru Bourema, il y a des clubs qui sont là depuis une vingtaine d'années. Et vous venez subitement, vous dites il faut aller en arrière, nous on a l'argent, non, c'est pas comme ça. Non. Ils ne pourront pas accepter. Non. Il faut véritablement qu'il y ait cette politique, que chacun comprenne comment ça va se passer. Qu'on leur dise écoutez, parrainer des clubs qui sont là, qui existent d'abord, et après, maintenant, on verra. Je pense que ça doit être un truc comme ça. Le parrainage, si on doit le faire, ça veut dire qu'il faut forcément qu'il y ait la convention, comme je parlais. Ouais. Il faut forcément cette convention. Ouais. Il faut forcément le code pour dire, en parrainant un club qui existe, quelles seraient mes relations avec les dirigeants anciens de ce club. Il ne faut pas que ces dirigeants anciens-là commencent pas à me mettre les bâtons dans les roues. Moi qui ai créé ma société, qui met les moyens, qu'on mette dans les bâtons dans les roues pour dire, ah non, c'est mon club, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait certaines choses. C'est qu'il faudrait que cette situation soit clarifiée clairement et que les dirigeants de ces entreprises comprennent, oui, j'ai intérêt à y aller. Je n'ai pas intérêt à y aller. Donc, comme ça... c'est le gouvernement qui décide. Attendez, même si les clubs... Non. Écoutez, je suis d'accord que le gouvernement décide, mais en matière de gestion des entreprises, il y a quand même l'autonomie, il y a l'autorité de l'agent. On m'a confié une entreprise, même je dis publique. On m'a confié une entreprise publique, j'ai des règles de gestion d'entreprise publique. Ce n'est pas parce que le gouvernement veut que forcément je dois les yeux fermés sauter dedans. Si demain... je gère mal, c'est moi qui réponds, et non le gouvernement, c'est moi qui réponds. Maintenant, une entreprise privée encore, à plus forte raison, je ne crée pas mon entreprise, je n'investis pas quelque part pour les beaux jeux de Pia ou de Paul. Hein. C'est la rentabilité, c'est le bénéfice qui m'intéresse. Allez, Imoru. Oui, mais merci FSP. Donc, je crois que par rapport au dernier aspect qu'a abordé M. Ronoubi, quel que soit le directeur d'entreprise qui souhaite faire une très bonne gestion ou pas, aujourd'hui, les dispositions prises par le gouvernement l'obligent à investir dans le sport. Si déjà son chiffre d'affaires commence à partir de milliards.
au pire des cas, il ira payer ça comme une taxe aux impôts. Donc, soit il paye ou bien il investit directement dans une association. Et comme je le disais, l'entreprise qui investit dans une association, avec l'association, il doit avoir une convention et ils doivent créer ensemble une société. Nous n'allons pas inventer la roue. On va voir ce qui se fait dans les autres pays. Quand vous prenez aujourd'hui l'Olympique de Marseille, c'est une société anonyme, Olympique de Marseille SA, qui a été créée à partir de l'association Support Olympique de Marseille. Et aujourd'hui, l'association Support Olympique de Marseille continue d'exister et gère tout le volet amateur. Mais le volet professionnel est géré par la société. La société a un conseil d'administration et c'est le conseil d'administration qui décide de tout. Alors, si ici une société veut investir et doit forcément se baser sur une association, parce que je le disais tantôt, la fédération ne regroupe pas des sociétés. La fédération regroupe des associations. Ce sont les associations qui sont affiliées à la fédération. Donc, aucune entreprise ne peut aller à la fédération sans d'abord créer son association, ce qu'on faisait avant, où on dit les entreprises doivent aller créer d'associations pour pouvoir faire ce truc-là. Alors, si aujourd'hui, maintenant, l'entreprise vient se baser sur une association, c'est pas qu'elle va investir et puis ne pas savoir comment l'argent est dépensé, comment l'argent est géré. Ça doit être fait avec des clauses bien définies. Tout à l'heure, nous, au niveau de l'AS Cotonou, nous avions fait une assemblée générale. C'est pour que l'AG décide ou pas de la création de la société civile et sportive et quel type de société. Est-ce que nous voulons créer une société sportive unipersonnelle avec seulement notre association ou nous voulons créer une société sportive anonyme avec des actionnaires et les actions peuvent être achetées rien que par les membres de l'association? Tout à l'heure, nous avions mis en vente 10 000 actions de 40 000 francs pour un capital social de 400 millions à mobiliser. Alors, les 10 000 actions peuvent être achetées par des personnes physiques, tout comme elles peuvent être achetées par des personnes morales qui sont des sociétés déjà constituées, qui peuvent prendre 40% du capital, ça fait 160 millions, qui peuvent prendre 40%, et comme ça, ces sociétés-là rentrent dans le conseil d'administration qui gère la société avec l'association, si l'association également a un pourcentage du capital social. Vous êtes en avance. Voilà, donc c'est dit qu'aujourd'hui, les associations sportives également, si elles ne veulent pas disparaître, elles doivent faire la même chose. Il faut rentrer dans la dynamique parce que la fédération a mis, disons, le bâton derrière pour dire allez créer les sociétés. Mais la fédération n'a pas dit vous allez disparaître, nous allons vous changer par des sociétés. La fédération dit allez créer des sociétés. Donc il revient aux associations de se mettre au pas. Et comme je le disais tantôt, une association peut décider de créer sa société. Ah oui. Oui. C'est possible. Tout à fait. C'est ça, une association. C'est ça même. C'est ça le SAS pour voilà, ou sans associé, sans personne, elle crée sa société. Donc ça veut dire que ça existe. Et c'est-à-dire l'association reste dans le championnat professionnel. Maintenant, le point de convention. Ça, vous avez parlé de la convention entre la fédération et la structure qui doit gérer le football professionnel. Tout à l'heure, je disais que la fédération n'est pas un regroupement de sociétés. La fédération devra aussi déléguer la gestion du football professionnel à une structure qui, elle, maintenant, va réunir les sociétés, c'est-à-dire les clubs professionnels qui feront le football professionnel. Donc, ce qui nécessite effectivement un travail au niveau des tests, oui. Au niveau de la fédération. Et aussi, la fédération doit indiquer, et ça j'insiste là-dessus, aux sociétés qu'il faille forcément une convention entre les associations et les sociétés sportives qui sont créées. Sinon,
on retournera à ce que nous avions vécu par le passé. Vous savez que Requin SA existe, Buffle SA existe, mais quelques années plus tard, les représentants de ces associations-là ont contesté ces sociétés parce qu'il n'y avait pas de convention signée. Moi, je dis même à la limite une convention signée devant notaire entre les associations et les différentes sociétés qui seront créées. Il y a eu des conventions signées, hein, j'en sais quelque chose, devant notaire. Hein. C'est parce que peut-être les gens ne veulent pas remuer le couteau dans la plaie. C'est sûr. Alors, monsieur Hector Ouima, vous avez suivi celui qui fait la différence. Le membre du comité exécutif de la Fédération béninoise de football qui nous a éclairé, qui a éclairé d'autres l'antenne. Votre réaction? Bien sûr, bon, je constate, comme l'a dit M. Ounovi, que nous disons la même chose, puisqu'il il a parlé aussi de cadre législatif. Oui. Bon, nous en avons déjà débattu, donc je crois que globalement, on s'accorde. Professeur Rabalo. Non, mais M. Imorou vient de nous apporter beaucoup de précisions. Oui. Et ça, il faudra l'en féliciter. Oui. Heureusement, c'est le directeur du fonds au ministère, en plus, affirmatif, qui a une bonne maîtrise même d'aller créer des associations. Et pendant ce temps, les gens... Il connaît sa matière. Ouais. Et ça, je crois qu'il nous a beaucoup éclairé. Je ne dirais pas plus au risque d'éclairer toutes les bonnes informations qu'il nous a apportées. Surtout que lui aussi, il a reconnu après tout qu'il faut des conventions. On parle de relations contractuelles entre les différents individus. Alors, Iborou Bouraïma, on a parlé des tests qui ne reconnaissent pas le sport au Bénin, le sport professionnel au Bénin. Est-ce que, en l'absence de ce cadre juridique-là, on peut quand même commencer par jouer le football professionnel? Bon, vous savez, c'est un thème qu'on utilise depuis un certain temps comme ça, sans vraiment, véritablement faire du professionnalisme. Et moi, j'ai l'habitude même de dire qu'on avait fait du professionnalisme déjà au Bénin par le passé, sans qu'on ait un football professionnel. Ce que les Dragons de l'ONU faisaient avant, c'était du professionnalisme. Mais en ce moment, on n'a jamais parlé de professionnalisme ici au Bénin. Aujourd'hui, depuis 2010, où on avait eu la Ligue Move professionnelle, il y avait eu déjà un début de professionnalisme, où un salaire minimum était fixé pour les Ligues 2, les Ligues 1. Il y avait, disons, déjà un sérieux qui avait commencé au niveau des clubs et on est retourné en arrière. Donc c'est dit qu'aujourd'hui, même sans régulariser les choses au niveau des tests, on peut déjà commencer par faire du professionnalisme, mais c'est vrai que tout cela devant être encadré par des tests législatifs. Ce qui serait bien, c'est de faire les deux à la fois. Et c'est ça qui va sécuriser surtout ceux qui viendront investir. J'ai aussi l'habitude de dire quelque chose. Vous voyez, dans nos tests, nous disons que les problèmes du football ou du sport de façon générale ne doivent pas aller devant les tribunaux ordinaires. Celui qui veut mettre son argent. Et déjà, on lui dit que quand il y aura des litiges, il y aura des problèmes, tu ne peux pas aller devant un tribunal. Il sera un peu réticent. Alors, donc, il faut une chambre. Merci. Donc, il faut forcément une chambre de règlement des litiges et autres là, au niveau de la structure, pour que les investisseurs soient rassurés, se disent que l'environnement là est sécurisé. Si je mets mon argent, si c'est mal géré, je peux me plaindre à tel. Encore que si c'est dans le domaine de l'argent, on peut bien sûr aller au tribunal. Hein. On a vu le cas de Bernard Tapie et autres, Bernard Ounovi. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'il a touché encore un autre problème au niveau de la fédération. C'est-à-dire on dit d'emblée que tout ce qui concerne le football ou bien qu'on doit parler devant le... Non, dedans il y a des aspects qui peuvent vous amener en prison.
Vous avez évoqué le cas de Tapi. Mais en matière de mauvaise gestion. Le cas de Blatter, en matière de si c'est avéré que vous avez détourné, vous avez volé l'argent, vous avez bouffé les sous, ceci, cela. Si c'est avéré, prouvé, vous irez là-bas. Ça, c'est clair. Maintenant, ma préoccupation par rapport à ce qu'il disait, c'est-à-dire, est-ce que la fédération va autoriser la création de plusieurs sortes d'entreprises, de sociétés pour participer? Parce qu'il a dit, une association qui existe aujourd'hui peut créer une société anonyme, peut créer une société à objet sportif ou une société unipersonnelle. Est-ce que dans le schéma qui va venir, est-ce que la société, la fédération va autoriser que des entreprises, des sociétés se créent unipersonnelles et tout ça participe au même championnat? Le code qui va être rédigé pour cadrer ça, comment ça va être pris, ça va être fait pour que tout le monde se retrouve. Parce que quand on prend la différence des entreprises, vous prenez la société anonyme sportive professionnelle, c'est que des actionnaires ont la chance d'avoir des dividendes. On peut se répartir des bénéfices et tout. Mais par contre, vous prenez une société à objet sportif ou une société uninominale, ce ne sont pas des sociétés qui peuvent se distribuer des dividendes. Maintenant, est-ce que en rentrant comme ça, moi, entreprise, je suis dedans, je veux rentrer. Moi, je ne veux pas mettre l'argent pour le plaisir. Maintenant, si le club que je veux parrainer, club qui existe déjà, dit, moi, je ne veux pas que ce soit une société anonyme et tout, c'est que je vais laisser. Maintenant, est-ce que si beaucoup de clubs dans la ligue là aujourd'hui disent, ils sont 18, peut-être il y a une bonne partie qui dit, moi je ne suis pas dedans, la souveraineté c'est mon club, je ne veux pas me départir de ça, je préfère créer un truc uninominal. Vous pensez qu'une entreprise d'État va accepter accompagner un truc où on va parler d'uninominal? Je crois qu'il a été clair, hein. Il y aura une convention, les tests sont à revoir, et tout cela sera défini. La convention ne peut pas s'adresser à une société uninominale. Une société uninominale, ça veut dire que la personne qui a déjà le club, comme lui, il a à Cotonou, peut dire, moi seul, je crée la société uninominale. Il sait qu'il n'y a pas de dividende, il n'y a rien à distribuer. Maintenant, à côté, est-ce que dans le même championnat, on permettra une diversité d'entreprises? C'est ça que je veux savoir. Je pense que tout ça, là, on va lui demander. Imoru Bouraïma, oui. Oui, je crois que la fédération n'a pas précisé. La fédération a donné libre cours à chaque association sportive de pouvoir créer le type de société qu'elle veut. Et ce que je disais, l'essentiel, c'est que ça soit une société sportive. Et qu'elle soit déclarée et qu'elle soit soumise à tout ce que, à toutes les charges, qu'elles soient fiscales ou autres, des sociétés classiques commerciales. Alors, la société unie et personnelle sportive, par exemple, où je disais tantôt qu'une association peut créer cette société, si la société et l'association a les moyens de sa politique, où elle n'a pas besoin d'associer, elle n'a pas besoin d'investissement extérieur, elle peut créer seule sa société et faire face à ses charges. On ne peut pas lui en vouloir pour ça. Mais une association qui sait qu'elle n'a pas les moyens, aujourd'hui, là où on a mis là-bas, où il faut payer le salaire, si vous ne payez pas le salaire, c'est que la fédération peut vous reléguer parce que vous n'avez pas honoré vos engagements. Cette association sait qu'elle a forcément besoin des investisseurs extérieurs. Là, elle est obligée d'aller vers une autre société pour pouvoir créer un ensemble. C'est bien ça. Quand vous voyez un peu le commentaire que j'ai lu sur un document de Adjovi, Adjovi a essayé d'expliquer ces différentes sociétés, mais pour conclure que la société qui correspond, c'est la SASPO. Oui, c'est ça. C'est la SASPO qui a indiqué pour permettre aux investisseurs de venir. Donc, moi, je pense que si c'est une société, même dans les pays européens aujourd'hui, c'est-à-dire les sociétés uninominales, les sociétés à objet sportif, tout ça là, sont délaissées au profit de cette société parce que c'est ça qui intéresse l'investisseur qui veut venir. Donc, nous avons intérêt à ce que ça soit un truc uniformisé, que ça soit une société anonyme qui doit amener aussi bien de l'argent. Parce que le code va préciser
le salaire minimum, le salaire maximum pour l'entraîneur, pour ceci, cela. Maintenant, si on laisse la société accepter uninominale venir tout de suite dans la compétition et que, comme tu le disais tout à l'heure, il ne peut plus faire face à ça, qu'est-ce qui va se passer? Il est déjà dans la compétition. Donc, c'est des idées que nous sommes en train d'avancer pour permettre à ceux qui vont finaliser tous ces documents-là, tout ce championnat, de voir où on va mettre le pied, où on doit aller. Voilà. Parce que... c'est votre contribution. C'est notre contribution. C'est ça, c'est ce que nous faisons ici. Professeur Abalo, vous savez que nous avons une invitée cet après-midi. Okay. Elle est championne du Bénin. Elle a vraiment couru, beaucoup couru. Même si aujourd'hui elle est à la retraite, eh ben, elle est notre invitée. Elle sera là d'un instant à l'autre. Et après, nous allons conclure. Vous le savez très bien, il y a le Tonsimebol, un spécialiste qui est dans ce studio. Il faut quand même qu'il en parle aussi, un peu de musique pour l'introduire. Et vous allez voir qui c'est. Parce que Kikwako, qui est bien sûr le promoteur de cette radio, l'animateur principal de cette émission, mais qui est, ma foi, sur d'autres fronts de lutte cet après-midi, a essayé de poser sa voix. Et le portrait a été réalisé par notre consultant, l'éminent professeur, Jules-Émile Abalo. Et voilà, 14h40 dans tous nos studios. Vous suivez bien sûr Radio Tokpa, la 104.3. Et vous êtes en direct sur la page Facebook. Pour ceux qui nous regardent en live, je leur dis simplement bonsoir. Et sans transition, la Fédération béninoise de football, à partir de la saison 2020-2021, entend amorcer la professionnalisation de son football. À travers un communiqué signé donc de la FBF, le comité exécutif a rappelé que l'une des conditions obligatoires à remplir par les clubs des Ligues 1 et 2 avant toute participation au prochain championnat est la création d'une société sportive de gestion de leur équipe professionnelle. Mais au jour d'aujourd'hui, où en sommes-nous ? Les clubs sont-ils prêts? Le Bénin est-il prêt pour amorcer le professionnalisme de son football? Et sans transition, je vais m'adresser à Monsieur Huegman, que je vous ai présenté tout à l'heure, Hector, qui est vraiment présent sur les réseaux sociaux et qui fait un travail formidable. Bonsoir Hector. Bonsoir FSP. Comment ça va? Tout va très bien. On se retrouve aujourd'hui. Après des années. La question vous est posée. Est-ce que nous sommes prêts? Bon, je voudrais d'abord remercier Radio Tokpa pour cette énième fois. Ça fait quand même plus d'une fois que vous me recevez. Oui. Soit en direct ou soit par téléphone pour opiner un peu sur le sport. Comme vous mouillez le maillot. Vous nous entraînez aussi dans le mouillement. Voilà. Entre griffes. Alors, moi, je préfère prendre le mot mythe. Je préfère prendre le mot mythe dans un sens positif. C'est-à-dire en tant que incitation à l'action. Incitation à l'action, c'est vrai, c'est une construction de l'esprit qui n'a rien à voir avec la réalité, mais qui voudrait mieux prendre comme un défi, une incitation à aller. Sinon, si ce n'était pas le cas, je me dis que ce n'était pas la peine qu'on se voie même ici pour parler. Parce que là, on aurait déposé les armes, on aurait été convaincu qu'en un an, on ne pourrait pas le faire. Autant mieux rester à la maison tranquillement et attendre 2021-2022 pour rebondir. Donc, c'est comme ça que moi, je le prends. C'est comme ça que je le prends. Mais ceci n'occulte pas pour autant la réalité. À savoir l'immensité de la tâche à abattre pour arriver à la professionnalisation. Je ne sais pas si nous tendons vers une professionnalisation à l'africaine, à la béninoise, en tenant compte de nos réalités, ou s'il s'agira d'une professionnalisation en référence à ce qui se fait ailleurs, en Europe plus précisément. Là, je crois que les jours à venir vont nous
vont nous fixer. Par les jours à venir, c'est tout de suite. Bernard Hounovi, bonsoir. Bonsoir FSP, bonsoir chers auditeurs de Radio Tagwa. Qu'est-ce qu'on entend par professionnalisation? Professionnalisation, c'est que si on dit qu'un joueur ou bien sportif est professionnel, c'est qu'il fait de ça sa profession. Il se consacre entièrement à la discipline qui lui procure son salaire, sa rémunération, sa raison d'existence. Et ça l'amène à être subordonné à la société qui l'utilise ou à l'association qui l'utilise. Et à partir de ce moment, dès qu'il y a la rémunération, dès qu'il y a un lien de subordination, on parlera simplement d'un sportif qui a un contrat de travail avec l'association sportive ou la société sportive qui l'utilise. Oui. Donc, c'est exactement ce qu'on appelle professionnel. Et pour aller dans le sens de M. Kouiban... Mythe ou réalité? Mythe, oui. Disons que c'est imaginatif. C'est de rêve. Et comme le dirait l'autre, la dernière fois au lancement de la mascotte de pétanque, du lancement de la mascotte à la réalisation de l'événement en 2022, le chemin est long, jonché d'embûches et d'obstacles qu'il faut franchir avec abnégation. Donc, mythe, c'est bon, on a rêvé. On avait même commencé déjà une fois l'expérience ici en 2009, qu'ils vous souviennent. Et maintenant, aujourd'hui, si l'idée revient encore pour la professionnalisation, c'est dire que on y trouve des avantages aussi bien pour les footballeurs que pour les dirigeants, que pour la nation tout entière. Donc, le rêve peut devenir une réalité si nous franchissons tous les obstacles progressivement, ce que nous avons sur le chemin. Et tout de suite, comme le disait M. Kouiban, la professionnalisation, ce n'est pas le Bénin qui veut l'inventer. D'autres pays, d'autres continents le font déjà avant nous. Nous irons à leur école et progressivement, compte tenu des réalités de chez nous, nous pouvons y arriver pas à pas. Professeur Jules-Aimé Laballon, nous sommes tellement en retard. Le professionnalisme a fait son entrée en France, par exemple, à son apparition en 1885. Tandis qu'un premier championnat est joué lors de la saison 1888-1889. Mais je voudrais tout d'abord dire, afin toutes mes bonnes impressions, dès les premiers contacts, là, vous avez vu comment est-ce que nos invités sont rentrés tout de suite dans le sujet. Mythe, on a le droit de rêver. Nous avons le droit de rêver. Mais attention, du rêve à la réalité, vous voyez, il y a beaucoup d'obstacles qu'il va falloir franchir. Or, je vais vous dire quelque chose tout simplement. Le thème que vous abordez cet après-midi, il est très important et très dense. Surtout au moment où on est en train de penser à l'élaboration d'une politique nationale du sport. Moi, je crois que la question fondamentale que nous tentons de résoudre, c'est de comment passer harmonieusement et sans heurts de l'amateurisme, c'est-à-dire de la logique sportive, vers la professionnalisation du sport au Bénin. C'est toute la question à résoudre. Et moi, je suis très intéressé. Vous avez vu, j'ai pris mon bic. Je suis en train de prendre minutieusement note. Je sais que Bernard, c'est un baobab. Il a participé à la... J'ai vu, lorsque je parcourais la bibliographie, si je soulève un peu mon papier là, vous verrez son nom est là. Il connaît. Ça veut dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. On en parle depuis. On en parlait depuis. Le thème est tellement récurrent. On en parlait depuis. Mais je crois que le moment est venu. Mais qu'est-ce qui, selon vous, Hector Kouiban, bloque toujours la réalisation de ce fameux projet? Je crois que Parce que vous avez parlé du professionnalisme à la béninoise ou à l'africaine ou à... Bon, voilà. Expliquez-nous un peu. Non, je crois qu'il y a d'abord l'environnement juridique. Oui. Il faut d'abord partir de là. Il faut l'environnement juridique, la mise en place d'un cadre juridique approprié à la professionnalisation. Je ne vous apprends rien en disant que notre charte actuelle ne permet pas la professionnalisation. C'est déjà ce qui... Vous êtes l'un des acteurs à défendre la chose. Oui. Merci bien. C'est d'ailleurs ce qui explique la mise en place du comité Minavoa pour nous prendre des documents. Voilà. Mais moi, je vais vous dire mes inquiétudes. C'est vrai, nous avons engagé le processus. Comme je le dis souvent,
ceux qui composent ce comité sont des compétences qu'on ne présente plus. C'est des experts, enfin pour la plupart, c'est des spécialistes de la chose qui savent ce qu'il faut. Donc, nous ne doutons pas de ce que les documents qui sortiront de leurs réflexions seront de bons documents. Mais perfectibles tout de moins. Perfectibles, dans tous les cas perfectibles, parce que nous sommes des êtres humains. Il y a toujours quelque chose à retoucher. Mais moi, ma préoccupation est celle-ci. Lorsque ce comité aura bouclé son mandat en novembre, est-ce qu'il nous sera possible d'envoyer ces documents à l'Assemblée nationale? Moi, c'est ma préoccupation. C'est-à-dire, nous allons à la professionnalisation, nous allons à l'actualisation de la charte. C'est très bien, on a pris le chemin. Mais l'aboutissement, est-ce que quand ils auront fini leurs travaux là, est-ce que leurs projets pourront être envoyés à l'Assemblée nationale? Alors, je le demandais depuis, d'autant plus que nous avons des dispositions de la Constitution qui nous amènent à être un peu inquiets par rapport à l'aboutissement. C'est-à-dire? Plus précisément, l'article 98 de la Constitution. Qui dit quoi? L'article 98 de la Constitution, c'est l'article qui énonce les secteurs relevant du domaine de la loi. Ce qu'on dit couramment, les secteurs, les domaines prioritaires de l'État. Ouais. Les domaines prioritaires de l'État. Ouais. Nous savons que le sport n'est pas du domaine réglementaire. Et l'existence même de la charte des sports est la preuve que le sport n'est pas du domaine réglementaire. Donc on écarte le domaine réglementaire. Donc le sport est du domaine de la loi. Mais il se fait que notre Constitution, au moment où nous parlons, l'article 98 ne reconnaît pas le sport comme relevant du domaine de la loi. Autrement dit, nous avons une Constitution qui ne reconnaît pas le secteur comme relevant du domaine de la loi, mais dans la réalité, le secteur est régi par une charte loi. Entre la Constitution et la charte, qui est le plus fort pour parler terre à terre, mais c'est la Constitution. Donc la charte disparaît. Par conséquent, nous avons commencé par plaider depuis bientôt 2 ans, vous le savez très bien, pour que la représentation nationale vraiment nous aide à sortir de cette situation, c'est-à-dire à remettre le sport à sa place dans la Constitution. Et comme je le disais, ce n'est pas seulement le sport, c'est 3 secteurs, 3 domaines. La culture, la jeunesse et le sport. Voilà. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, nous devons faire en sorte que nos honorables députés sachent qu'il y a un problème qui est là depuis 30 ans. Parce que c'est depuis la rédaction de la Constitution qu'on a oublié d'inscrire ces 3 secteurs. Peut-être avec la jubilation du renouveau démocratique, tout le monde était content, tout ça. Bon, il vaut mieux dire que ça s'est passé de cette manière-là. Sinon, on va encore prêter des intentions à ceux qui ont rédigé et ce n'est pas bien. Sans oublier que cette Constitution a été, comment il veut dire, adoptée par référendum. Il y a d'abord eu un premier projet, on a dit c'est bon. Il y a eu la deuxième monture, tout le monde a dit c'est très bien, au moins à 93%, je crois. C'est bon, allez-y. Donc, nous sommes tous dedans. Puisque nous sommes tous dedans, donc c'est ensemble encore que nous allons trouver la solution. Je ne sais pas si c'est la Cour constitutionnelle qui va nous aider à sortir de ça, je ne sais pas. De toute façon, nous, on a engagé des démarches. On a pu saisir le président de l'Assemblée nationale pour porter à sa bienveillante attention cette préoccupation. La deuxième personnalité de l'État nous a fait l'honneur de nous répondre par l'organe de son cabinet, de son secrétariat général. Mais non seulement elle nous a répondu, mais elle a reconnu, elle a souligné la pertinence de la requête. Parce qu'on lui a dit, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, voilà, il y a une situation qui est là depuis 30 ans, et qui ne permet pas l'actualisation des 3 chartes qui sont devenues caduques depuis. Aujourd'hui, nous allons vers la professionnalisation. Et il y a cet handicap-là qui nous attend. Au niveau de la culture, aujourd'hui, on parle de l'industrie culturelle. On parle de l'industrie culturelle. Il y a l'incursion du numérique dans le secteur culturel. Nous sommes d'accord. Au niveau des collectivités territoriales, c'est là où c'est déplorable. Aujourd'hui, la loi portant régime financier des communes en République du Bénin fait du sport, de la culture et de la jeunesse des secteurs facultatifs. Les dépenses liées à ces secteurs-là sont des dépenses facultatives. Ça signifie quoi? Ça signifie aujourd'hui, en tant que sportif, vous ne pouvez pas voir un maire. Vous ne pouvez pas solliciter la mairie pour vraiment vous soutenir si vous avez un projet sportif, si vous avez un projet de la jeunesse, si vous avez un projet pour la culture.
ce n'est pas possible. Si le maire le fait, bon, il le ferait en tant que simple individu, il donne l'argent, il soutient, mais ça ne peut pas toujours continuer, ça ne peut pas être dans la durée. Donc, les communes ne se sentent pas, c'est-à-dire cette dépense-là ne leur incombe pas. La loi ne leur fait pas obligation d'accompagner ces activités-là. Ce n'est pas du tout normal. Nous pensons que la source de cette impasse qui a été faite au niveau de comment il va dire, l'impasse qui a été faite au niveau de l'article 98 justifie ce caractère facultatif que nos collectivités territoriales ont donné à ces différents secteurs-là. Donc, il faut procéder à une modification de l'article 98 de la Constitution. C'est-à-dire, il faut corriger cette omission-là en intégrant les secteurs culture, jeunesse et sport dans l'article 98 de la Constitution. Et c'est cela qui ouvrira maintenant la voie à la relecture. Parce que qui dit relecture, c'est l'Assemblée nationale. Ouais. Ce que le comité est en train de faire maintenant, ils vont prendre des projets. Ils vont mettre en place des projets qui devront passer par le tube législatif pour être mâchés à nouveau, pour être étudiés et adoptés. Mais en l'état actuel des dispositions de l'article 98, je crains vraiment que ça ne soit pas possible. Bernard Honovi, vous avez été à l'origine de la rédaction de plusieurs projets, chartes des sports, etc., etc. Et je vais vous regarder droit dans les yeux pour vous poser cette question. Ce que M. Kwekma Hector vient de dire est tellement pertinent. Ouais. Mais, je dis mais, est-ce que ça peut nous empêcher de faire du professionnalisme? Est-ce que la loi l'interdit? Parce que ce qui n'est pas inscrit dans la loi, ce qui n'est pas interdit par la loi, on peut le faire. Oui, je crois que ce qu'il a dit est assez pertinent. Oui. Mais moi, je pense que ça ne doit pas constituer en fait un blocage. Dans la mesure où on a déjà une loi, la charte, qui parle déjà de comment il faut faire du professionnalisme avec la participation des entreprises. La charte le dit très bien. Et ensuite, dans le programme, dans le plan national du développement du Bénin de 2016 à 2025, c'est qu'il est prévu des dispositions pour faire du sport. Et également, dans le PAG du gouvernement de 2016 à 2021, le gouvernement veut faire du sport quand même un facteur de rayonnement, un facteur de diplomatie. Et là, par conséquent, le gouvernement saura se donner des moyens. C'est-à-dire, quand je parle de moyens, il y a le cadre juridique dont il parle. Et à partir d'une loi que nous avons déjà sur le terrain, il est facile de reprendre cette loi et de la corriger et de l'introduire à nouveau. En attendant, quand on sait que le processus de la relecture, de la correction de la Constitution, ça prend du temps, nous avons déjà au moins un outil sur lequel on peut se baser pour lancer la compétition. Maintenant, il disait tout à l'heure que l'élément fondamental, il y a le cadre juridique. Moi, je voudrais ajouter aussi également qu'il faut un cadre institutionnel. Oui. Le cadre institutionnel, nous avons le ministère des Sports, nous avons maintenant les fédérations qui organisent ces disciplines. Et quand nous parlons du professionnalisme, ce n'est pas forcément la fédération qui organise le football professionnel. La fédération est obligée de créer en son sein une ligue de football professionnel. Et il doit exister entre cette fédération et la ligue une convention par laquelle la fédération délègue le pouvoir à la ligue pour organiser le football professionnel. Aujourd'hui, maintenant, quand on parle du football professionnel, en dehors du ministère, de la fédération, de la ligue, il y a d'autres institutions qui rentrent en jeu. Nous parlons de sociétés sportives. Ça, c'est des institutions qui rentrent dedans. Nous parlons, plus qu'au niveau du ministère des Sports, du ministère des Sports, le gouvernement fait appel aux entreprises publiques, parapubliques et aux entreprises privées pour intervenir dans le cadre, dans la mise en œuvre de cette politique de football professionnel. C'est de nouvelles institutions également qui viennent dedans. Et quand nous parlons également de football professionnel, c'est qu'on doit mettre en place un organe indépendant de contrôle administratif, juridique et financier des
sociétés sportives et des associations qui participent à ça. Donc, le cadre institutionnel compte beaucoup. Ajoutez à ça maintenant ce qu'il a dit tout à l'heure, le cadre juridique. Parce que si nous avons les institutions, on n'a pas tracé le chemin pour que tout le monde y participe. Parce qu'il faut aujourd'hui une loi qui doit préserver quand même l'éthique du sport et la dynamisation, c'est-à-dire que la transparence et les droits des sportifs. Il faut vraiment une loi pour cadrer tout ça. Et il faut un code également du sport pour définir et fixer dans la limite du possible les rémunérations, les conditions de traitement du sportif pour que les associations sportives ou les sociétés sportives n'aillent pas dans tous les sens. Il faut les cadrer. Et en plus de ça, maintenant, quand nous avons la loi, nous avons le cadre, et vous savez très bien, quand il y a la loi, il y a les décrets d'application de cette loi, il y a les arrêtés d'application de cette loi qu'il faut prendre. Donc tout ça, c'est un long processus qu'il faut voir. Et aujourd'hui, nous parlons du football professionnel. Quand nous parlons du football professionnel, ce n'est pas les règlements du championnat de la fédération qui vont régir ce championnat. Il faut maintenant des règlements spécifiques pour le football professionnel. Il faut les rédiger. Et ensuite, quand vous faites appel à des entreprises pour venir accompagner les clubs ou les associations, quand vous faites appel à la création de sociétés anonymes ou sportives et tout ça, il faut maintenant quand même un test. Il faut une fiscalité adaptée à ces entreprises-là. Donc, il faut une loi ou bien un test qui réglemente quand même quelle fiscalité. Parce qu'il s'agit d'inciter... Est-ce que ce n'est pas déjà fait ça là, par exemple, où l'État a demandé aux entreprises de sponsoriser les clubs, de prendre en charge les clubs et que, bon, au niveau de l'impôt, etc., il y a eu pas mal quand même de... Il faut une fiscalité adaptée à ce que nous voulons faire. Oui. Parce qu'il s'agit d'inciter les investisseurs à venir, d'inciter les entreprises à y participer. Donc, le Code général des impôts doit être touché pour prévoir un peu des dispositions pour accompagner, pour encourager les gens véritablement à venir. Et vous savez que en prenant tout ça, l'autre problème fondamental, tout à l'heure vous disiez que la saison prochaine 2020-2021, on va pouvoir faire le professionnalisme. Et en tenant compte également du résultat de la saison écoulée. La saison écoulée, ça s'est arrêté. On a des clubs qui ont fait le championnat de première division, deuxième division et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, ces clubs-là qui ont participé à ce championnat sont aptes, auront la capacité financière et tout pour aller dans le championnat professionnel? Et si nous voulons aller dans le championnat professionnel, n'y va pas qui le veut. Mais qui a la capacité réelle d'y aller? Qui a les moyens financiers, les moyens matériels pour y aller? Donc, il y aura la nécessité de la rédaction d'un cahier de charges. Un cahier de charges pour dire, comme on l'a fait déjà en 2009, oui. pour participer. Ça a marché quand même. Ça a marché, ça a commencé. Donc, je dis, en 2000, aujourd'hui, si on ne fait pas ce cahier de charges, pour dire, si vous voulez participer à la Ligue 1 ou la Ligue 2, voilà les conditions. Et il faut forcément que des gens aient les cautions bancaires, parce que toutes les entreprises qui seront créées ou les entreprises publiques, parapubliques ou privées qui vont accepter d'aller sur ce terrain, il faudrait qu'on fasse tout pour assurer qu'ils vont payer régulièrement les joueurs, ils vont payer régulièrement les encadreurs, ils vont payer régulièrement et souscrire des polices d'assurance et tout. Il faudrait que le cahier de charge prévoit également comment des gens peuvent rentrer dans le prochain championnat professionnel à partir de 2020-2021, si c'était possible. Donc, en dehors de ça, il y a maintenant les contrats. Ça, nous sommes toujours dans le cadre juridique et tout. Les contrats. Parce qu'il faut forcément qu'il y ait des contrats entre les associations sportives et les sociétés sportives. Il faut forcément des contrats pour dire dans quelle mesure, qui délègue quoi à qui et qui fait quoi, qui fait ça. Il faudrait que ces tests-là soient disponibles. Des statuts types pour ces associations, il faut les rédiger. Des statuts types pour les joueurs professionnels,
il faut les rédiger. Des statuts types pour les encadreurs. Hein? Quand on parle d'encadreur, ça veut dire que si on veut faire du professionnalisme, il faut véritablement un encadrement professionnel également. Il faut rédiger tous ces textes. C'est pour vous dire que le chemin est encore long, mais pas insurmontable. Alors, professeur Jules-Émile Abalo, vous les avez écoutés? Mais, avant que M. Abalo n'arrive, il y a deux petits éléments que je veux ajouter. Oui. En dehors du cadre institutionnel, du cadre juridique, il y a le financement. Il y a le problème de financement qui est très important dans la mesure où nous savons que déjà les sociétés anonymes, les entreprises qui vont participer au ça, vont financer leur association. Mais le fonctionnement de la ligue qui va jouer, la mise en place des infrastructures et tout ça, ça nécessite un financement que peut-être ça peut provenir de l'État, comme ça peut provenir de sponsors pour faire tourner ces ligues pendant ces compétitions. Et un autre élément important également, c'est la formation. La formation. En 2009, on a formé des gens pour l'administration du football professionnel. Bon, peut-être 2009, 2000, ça fait déjà plus de 10 ans. Il faut forcément mettre un accent sur la formation et des arbitres, la formation de l'encadrement et tout. Mais on peut dire qu'il y a au moins de l'autre côté, en ce qui concerne les infrastructures, un effort est en train d'être fait progressivement. Aujourd'hui, on est déjà au moins à 22 stades construits pour aller à ça. En 2009, des gens jouaient, excusez-moi, entre griffes dans des champs de patates où le ballon ne pouvait pas rouler. Or, nous parlons du professionnalisme. Donc, l'effort qui est fait avec déjà 22 infrastructures, c'est encourageant. Et il faut encourager davantage le ministre et le gouvernement à aller plus pour permettre quand même à ce que tout ça là s'installe. Et maintenant, le dernier point que peut-être je vais ajouter avant qu'on ne rentre encore un peu plus en profondeur, c'est l'après du professionnel. Le professionnel, il va jouer. Pendant qu'il joue et après, il faudrait... Ça fait l'après-carrière. La réflexion que nous menons pour la professionnalisation, qu'on y intègre. Qu'on intègre ce facteur. Tel qu'il va toucher de l'argent désormais à la banque. Comment le faire? Le salaire sera viré. Tout ça, il faut penser à la retraite. Il faut penser également à l'assurance, etc. Alors, Imoru Bouraïma, membre du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, expert en management des organisations sportives, président de AS Cotonou et actuel directeur du Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, sport et loisirs, était bien sûr en assemblée général avec son club AS Cotonou. C'est terminé, il est en route. Il sera dans nos studios dans quelques instants parce que le sujet l'intéresse à double titre. Non seulement il est membre du comité exécutif, ensuite il est au ministère des Sports. Est-ce que, professeur Jules-Émile Abalo, vous avez écouté les uns et les autres? C'est à croire qu'on ne pourra pas faire du professionnalisme. Apparemment, ça va être très difficile. Si on écoute, apparemment, ça va être très difficile. Il y a beaucoup de barrières à franchir. Et comme on l'a annoncé au début, et même en France, où ils ont commencé tardivement, vous avez vu, c'est le président du club, Bernard Tapie, il a fini menotté. Claude Bez à Bordeaux, il a fini. Donc, il y a toujours eu cela. Le plus important, et ça, je retiens, de toutes les façons, vous voyez, si on s'en tient à l'État au niveau du cadre juridique, la charte des sports ne prévoit même pas ça. Est-ce que ça empêche de le faire? Ça n'empêche pas de le faire, comme l'a dit Bernard. Voilà. Puisque la loi est muette, la loi n'interdit pas, donc on peut faire. Non seulement la loi est muette, c'est-à-dire la démarche normale aurait été ceci. Si l'État, si la charte, si le cadre juridique permet d'aller au professionnalisme, ce qui est très difficile parce que la Constitution de 90, la loi 98 ne le permet même pas. Permet pas quoi, professeur? Ne reconnaît pas le sport, ne reconnaît pas la culture, ne reconnaît pas la jeunesse. Et pourtant, la culture existe, le sport se développe. Bel et bien. Donc, voilà, il y a un autre cadre institutionnel, et Bernard l'a bien dit, la Ligue peut l'organiser. Les sociétés, les entreprises
Mais encore est-il qu'il faut rédiger, comme il a dit, et le contrat. Parce que dès lors où les gens vont commencer par travailler, ils seront payés. Et à partir du moment où ils seront payés, je crois que c'est là où les vrais problèmes vont commencer. Ils vont commencer par être rémunérés. De toutes les façons, pour le dire, c'est possible. Mais il va falloir s'organiser réellement et rédiger les statuts types comme il a dit et mettre toute l'entreprise. Mais dès l'année prochaine... Dès l'année prochaine, vous pensez que c'est court? C'est un peu court. On peut commencer. Vous êtes de l'avis du professeur Abalo, Hector Rubin? Je préfère croire qu'on peut faire quelque chose. Voilà. Bon, là, je voudrais quand même repréciser. Vous voyez, même le cadre institutionnel dont vous parlez là, il sera fondé sur quoi? Il sera fondé sur quelle charte? Oui. C'est de la charte que tout oui, bien sûr. Il sera fondé sur quelle charte? Alors, en voulant procéder à la professionnalisation, nous voulons réécrire la charte. Nous sommes d'accord. Mais il s'agit ici d'une charte loi. Il s'agit d'une loi. Nous sommes d'accord. Donc, ça ne peut pas être modifié avec un bic. Ce n'est pas possible. Donc, ça doit aller à l'Assemblée nationale. Nous sommes d'accord. Le problème ici, qui constitue notre inquiétude à nous, c'est que notre loi fondamentale, en cette disposition actuelle, plus précisément l'article 98, ne reconnaît pas le sport comme relevant du domaine de la loi. Autrement dit, le sport sort du champ de compétence des députés. Dès lors que le sport est sorti du champ de compétence des députés, ça veut dire que, à notre compréhension à nous, même si on finissait l'élaboration des documents aujourd'hui, nickel, on ne peut pas envoyer à l'Assemblée nationale pour adoption. Parce que la charte, la loi 91-008 portant charte des sports en du Bénin, mais c'est une loi qui a été adoptée. Vous savez, vous voyez, ça a été adopté. Donc, si une nouvelle loi doit venir, il faut que l'Assemblée se penche encore sur cette nouvelle loi. Oui, mais il semble que Bernard Ounovi en a parlé tout à l'heure. Il dit qu'il faut des décrets d'application. Il faut aussi. Les décrets d'application. Il faut d'abord que nous ayons cette nouvelle charte-là. C'est ça que je dis. Tout ce que le grand frère Bernard a dit, je comprends tout ça. C'est-à-dire l'organisation en dehors de la charte-là, je comprends tout ça. Mais qu'est-ce qui va fonder tout ça? Est-ce que c'est l'ancienne charte ou une nouvelle charte? Est-ce que c'est-à-dire avant même qu'on ne prenne les décrets d'application, ça veut dire qu'il y a déjà une nouvelle charte, une nouvelle charte. Hein? Est-ce que c'est ça? Oui, maintenant, est-ce que c'est forcément ça? Écoutez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre charte prévoit quand même que les collectivités locales, les entreprises et tout ça là participe de plein pied au développement du sport. Voilà. C'est bien dans la charte. Oui, je vais vous dire. Dans la charte, c'est bien écrit. C'est écrit. Oui, mais je vais reprendre. Je crois que c'est l'article 27. Je crois bien. C'est l'article 27. Je ne me rappelle plus exactement. Ça doit être l'article 27. Attendez, Hector. Oui. Allez-y. Donc, dans la mesure où c'est déjà rédigé et que c'est prévu que les entreprises participent au développement, à la promotion du sport, on peut l'utiliser. Donc, le problème ne se posait pas. À partir du problème, à partir du moment où on n'a pas un nouveau test, l'ancien est applicable. Donc, c'est quand on aura la nouvelle loi. Et déjà, c'est bien qu'on ait relevé cette disposition de l'article 98 de la Constitution qui ne le prévoit pas. Donc, au moment où on va vouloir introduire la nouvelle charte, c'est que des dispositions doivent être prises en compte. Parce que moi, avant de venir, depuis la semaine, j'ai interrogé des constitutionnalistes sur l'aspect là, parce que j'ai suivi un peu des débats sur les réseaux qui parlaient déjà de la question. Mais le professeur Akpovo Vigile m'a pas encore donné exactement le travail, parce que j'ai travaillé avec le professeur Akpovo, te voilà, au cours du forum sur le sport. Tout à fait. Je te coupe pas la parole. Voilà ce que le professeur Akpovo, un grand juriste de l'université d'Abomey-Calavi, lorsqu'il a relu la charte, il dit que la charte nationale, je l'ai ici, je voudrais, il dit, la loi numéro 91-008 du 25 février 1980 portant création, etc., précise que, tout en conservant le principe de la pratique du sport de masse, le développement du sport de haut niveau,
Donc l'objectif premier est la formation